Bonjour tout le monde, bienvenue au Poolcast, le podcast de pool de hockey où on jase de statistiques, de blessures puis de déceptions. En ce moment, on est à peu près rendu à la 3e semaine d'activité à la Ligue nationale de hockey et certains poolers ont déjà perdu espoir en leur équipe, ont le goût d'échanger tout le monde, se débarrasser des joueurs qui n'ont pas commencé à produire. Écoutez-moi, faites-le. Scrapez tout en quoi vous avez cru en début de saison, crissez ça au vidange puis partez sur autre chose. Bienvenue au podcast, suivez mes conseils, vous allez perdre tout votre argent. Stamkos a un goal. Juste à cause de ça, j'ai le goût de crisser mon équipe au vidange, je vais repartir à neuf. Là, t'sais. On dirait que Stamkos n'est pas conscient que je l'ai dans mon pool puis je compte sur lui. Tu sais, il dirait qu'il joue pas en pensant parce qu'il est cave. Mais il est pas cave, il est super bon. Et j'ai encore mon co-animateur avec moi aujourd'hui, Marco. Comment ça va, Marco Normandin? Salut Pascal, ça va bien toi? Ça va très bien. C'était très naturel quand tu m'as demandé ça va bien. Ça vrai. T'es un gars de com. Je sais que ton pool va pas très bien. Alors toi, ton pool, va-tu bien? Pas pire. Je vise le championnat cette année. Je suis 2e. Okay. Ça s'explique par le mauvais début de saison des Oilers et de McDavid. Donc, je m'en fais pas trop. OK, fait que là, t'attends à ce que ceux-là... Mais d'abord, comment t'es 2e si t'as un mauvais début de saison des Oilers? Qui te permet d'être là? J'ai Kucherov dans mon équipe, qui a un excellent début de saison. T'as-tu Kucherov puis McDavid? Ouais. T'es vraiment avec des gens qui savent pas pouler ou vous êtes... Non, mais en fait, c'est un keeper pool, puis ça m'a pris des années avant de monter cette équipe-là. Donc, c'est ça. C'est quelques années à ne pas compétitionner pour me monter à une équipe de championnat. Qui va gagner tout le temps? Tout le temps, non, mais oui, cette année, je vise ça. Ouais. Vous êtes combien dans ce pool-là? On est 28. 28, puis t'as quand même Kucherov, McDavid, qui vont finir 1 et 2 pointeurs de la Ligue, probablement. Je le souhaite ardemment. Oh my God, ça va pas. Et aujourd'hui, on reçoit comme invité Louis-Jean, chroniqueur à Cogeco Média, animateur, spécialiste hockey. Comment ça va? Ça va bien. Je n'ai pas McDavid ni Kucherov. T'as-tu un pool ou t'en as pas? J'ai pas de pool. Mais mon garçon a un pool, par contre. Mon garçon m'a consulté. En fait, il a fait son pool. Puis par la suite, il m'a dit « Papa, qu'est-ce que tu penses de ça? » Mais les choix étaient déjà faits, là. Mais on a passé joueur par joueur, catégorie par catégorie. Et je dois dire qu'il a pas mal choisi les joueurs que j'aurais choisis. J'étais pas mal impressionné par mon kid. Mon garçon adore le hockey, connaît les statistiques et tout ça, comme moi quand j'étais jeune. J'habitais en Outaouais, j'allais chercher le journal au coin de la rue. J'habitais en campagne, là. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un journal, c'est la version papier de des articles que tu lis en ligne. Mais je me levais le matin, première chose que je faisais, j'allais au coin de la rue chercher mon journal, puis je le flippais, je commençais par en arrière, je regardais les statistiques et tout ça. Fait que non, je n'ai pas de pool, mais à travers mon fils, je vais surveiller ça un peu plus cette année. À quel point c'est culturel de... Moi aussi, j'avais mon journal de Montréal, je livrais le journal, fait qu'on l'avait à la maison, puis je partais de ma faim, je regardais mes nouvelles de hockey, je kippais le golf. J'allais voir. Il y avait comme une partie. Là, nécrologie, non? Tu te rendais-tu la nécrologie? La nécrologie, après ça, j'étais rendu trop loin, mais la nécrologie était entre le sport et les autres nouvelles. Je me rappelle même que le mardi, c'était les statistiques de toutes les équipes. Je faisais des pools même à l'époque. Puis il y avait les statistiques complètes de chaque équipe à chaque mardi. Je m'ennuie de tout ça, là, de travailler pour aller chercher tes informations. Ouais. Je m'ennuie justement de la version papier, là, des guides des poolers ou le Hockey News à l'époque qui sortait toujours son fameux guide. Avant le début de la saison, tu avais hâte de voir les joueurs qui se retrouvaient partout et tout ça, puis les changements. Puis souvent, je ne sais pas si le monde font encore dans leur pool, s'ils choisissent vraiment là, étape par étape. OK, lui est parti, fait que là, il reste lui. Ouais. Puis je ne sais pas à quel point les gens font ça. Si vous le faites, probablement que vous ne gagnez pas vos pools parce que ça prend beaucoup plus que ça pour essayer de gagner un pool. Mais moi, je suis particulièrement intéressé par les joueurs, par les histoires, par évidemment leur performance, ça c'est clair. Ouais. Mais je suis toujours intrigué de voir des gens comme vous qui êtes des poolers endurcis, passionnés, qui êtes probablement des fois en crise, puis vraiment déçus, probablement souvent parce que ça ne fonctionne pas comme vous le pensiez, puis là, vous en voulez, vous adorez un joueur, et là, soudainement, vous vous mettez à le détester. Je trouve ça assez particulier et drôle. Vous pourriez des directeurs généraux dans la Ligue nationale? Non, je serais vraiment trop émotif. La nouvelle Ligue nationale de hockey pour toi, est-ce que tu trouves que la Ligue nationale va dans une bonne direction au niveau de ses mentalités, au niveau des nouveaux joueurs qui sont peut-être plus professionnels, moins sortis? Il y a comme une nouvelle génération là, entre la génération de Savard et celle de Uri, là, qui est complètement différente. Là. Trouves-tu que ça va vers une belle direction? Est-ce que tu es encouragé de cette nouvelle ligue-là? Oui, je le suis. Premièrement, le produit, si on parle juste du
produit, là, strictement. L'année passée, c'est une année exceptionnelle. Offensivement, c'est magique ce qu'on voit. Là. Moi, je me souviens d'avoir vu Gretzky, puis Lemieux, puis Yzerman quand il allait chercher des 150 points, etc. au classement. Puis là, on est allé tellement loin de ça avec Jamie Benn qui a gagné le championnat il y a une couple d'années à quoi, 89 points? 90, là, c'était pas sûr qu'il s'est rendu à 90. Il n'avait même pas gagné 90. Non, c'était 89. Hein. Alors, tu sais, pour moi, ça, c'est un peu inquiétant. Mais là, de voir que tu te dis, ben, Christy McDavid, il pourrait aller chercher 175, 180 points. Est-ce qu'il va challenger le 200 points? Je veux dire, moi, je pense que le produit, il est exceptionnel. Il est très, très, très bon. Le seul bémol pour moi, ce serait qu'il ne faut pas oublier le côté physique de la game. Ouais. Tu sais, le côté physique, puis je sais que ça n'a peut-être pas rapport avec les poules, là, mais pour moi, le hockey, c'est un sport viril, un sport physique, puis il ne faut pas que tu enlèves ça. Ça prend ça. C'est ça qui est. La beauté, c'est pas juste des games à 7-6, c'est le fun, ben des buts, là, mais ça prend quand même le côté intensité physique. Pour moi, c'est indéniable. Mais j'aime l'équilibre. J'aime le fait qu'on a des joueurs qui sont extrêmement talentueux. On a de l'offensive. Il y a plus grands joueurs qui sont juste là pour faire une petite job, c'est-à-dire là, d'essayer de grinder ou d'essayer de. Non, tout le monde doit patiner. Tout le monde a des habiletés aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey. Maintenant, les kids. Ben, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, les jeunes, je pense, sortent moins qu'avant. C'est plus comme à notre époque où les gens ont appris à fêter tout ça, puis ça fêtait. Puis la culture est différente. Puis c'est comme ça dans la Ligue nationale aussi aujourd'hui. Je le vois. Puis et ils le font aussi différemment. Je veux dire, quand les gars vont sortir, je pense que ils sont très, très conscients du fait qu'on est dans une ère de médias sociaux. Et un cliché, une photo, ça pourrait être très, très, très dommageable. Ah oui. Dans les années 90, là, une chance qu'il n'y avait pas de cellulaire. Là, oui, une chance, confirmé. puis les années bien avant ça aussi, là, c'était le cas. Mais je pense que les gars vivent très bien avec ça. Là. Moi, je vais pas faire assemblant de connaître vraiment en profondeur la nouvelle génération des Slavkovski que tu as mentionné ou les Caulfield et Suzuki. Mais je pense qu'ils ont quand même probablement un meilleur équilibre que ce qu'on a vu par le passé. Ils comprennent qu'ils doivent performer. Ils comprennent qu'ils ont des sacrifices à faire. Ils ont eu des exemples comme des Sidney Crosby, qui est l'exemple probablement parfait de, peut-être même un peu à l'extrême, mais lui, il faisait tout. Sidney. Et il continue de faire tout pour gagner. On voit des Tom Brady dans d'autres sports, dans la NFL, par exemple, qui a joué jusqu'à 40 années. 44 ans, Tom Brady, c'est ça? 44, 45 ans. En tout cas, peu importe. Genre là, il a pris sa retraite là, parce qu'il a acheté des parts dans une équipe de football. Fait que là, ça confirme qu'il peut plus jouer. Là. Exactement. Là, sinon, tout le monde vas-tu revenir encore? À moins qu'il y ait peut-être une clause qu'avec les Raiders, il est capable de revenir. Ah, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que les exemples pour ces joueurs-là, c'est le travail, c'est de t'entraîner, c'est de bien manger, c'est de bien t'hydrater, et c'est de choisir les moments où tu vas fêter tout ça. Puis c'est leur modèle. Et puis ils ont grandi là-dedans, ils ont l'air d'être quand même très, très bien là-dedans, mais détrompez-vous, là, je veux dire, ils fêtent aussi. Là. Les gars, ils prennent leur moment pour fêter. Ils font 4-5 millions par année, là, ils doivent la prendre la brosse de temps en temps. Là, en ce moment, Amazon Prime commence à diffuser du hockey. Je sais pas si tu as vu ça, les lundis. J'ai vu ça, ben oui. Penses-tu que c'est bon pour le hockey ou c'est dangereux pour nos médias locaux? Ben, j'étais là quand Gary Bettman était à Montréal pour le premier match de Prime, le lundi face aux Penguins de Pittsburgh. J'étais là pour son point de presse aussi. Puis, il a été questionné sur le fait que, mais là, qu'est-ce que vous dites, M. Bettman, à tous les gens qui n'ont pas Amazon Prime, qui ne sont pas capables de regarder le match? Et à quelques reprises, il a répété le fait qu'il y a plus de gens qui ont Amazon Prime qui sont abonnés au câble. Il l'a répété pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau partenaire. Ouais. Il veut s'assurer de lui faire sentir, de lui souhaiter la bienvenue au sein de la Ligue nationale de hockey. On veut aussi qu'il soit à table quand on va renégocier les droits. Ça, c'est clair. On envoie un message à tous les autres qui sont tentés. Les Apple, les YouTube, les peu importe, les autres, ces choses-là qui vont tous être probablement intéressés à aussi se joindre à la danse et peut-être vouloir avoir des droits de la Ligue nationale de hockey. Et puis, c'est plate à dire, j'ai travaillé pour des câbleaux-distributeurs toute ma carrière et toute ma vie. C'est pas le fun pour ceux au Québec, que ce soit TVA Sport ou RDS, ces choses-là, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Les cord cutters, les cord nevers. Les cord cutters, c'est ceux qui avaient le câble, qui ne l'ont plus. Les cord nevers, c'est les jeunes qui, eux, n'ont jamais été abonnés au câble, puis qui connaissent pas ça, qui s'abonnent à une application tout simplement. C'est la vérité, c'est la nouvelle réalité dans laquelle on vit.
Alors, au même titre que quand on parlait des joueurs aujourd'hui qui doivent s'adapter à une réalité là, de... Oui, il y a de la pression. Oui, il y a les médias sociaux qui n'existaient pas il y a 15-20 ans, ces choses-là. C'est la même chose maintenant pour les entreprises de presse qui, eux, se disent ben, nous autres, on a toujours été là. On fait une Christie de bonne job. Oui. Mais là, il y a un nouveau joueur ou il y a des nouveaux joueurs. Puis tu vas devoir trouver une façon de t'adapter puis de te mettre à jour puis d'être prêt parce que la game, elle s'en va là. Puis le commissaire l'a dit. Oui. Faut pas se battre contre. Faut embarquer dans le. Il aurait fallu déjà être là avant. En fait, c'est ça qui arrive. C'est que là, Prime est là, mais là, il est où Bell de ne pas avoir pris la POC déjà, de le mettre sur Crave, des affaires comme ça. Ouais. C'est comme mais juste pensez, juste pour te challenger là-dessus, là, imagine si Bell l'avait fait. Ouais. Imagine la réaction qu'on dit, bon, ben le match de lundi, là, il n'est pas présenté à RDS, comme on l'a toujours fait. On le met sur Crave. Mais tu fais une transition. Là, on aurait capoté. Là. Alors, ça prend des fois quelqu'un de l'extérieur. Non, mais tu fais une transition. Tu l'offres sur les deux en même temps. Maintenant, ça va être aussi disponible pour les abonnés Crave. Fait que tu as le hockey sur Crave en ligne, tu as le hockey sur RDS. Tu sais, si je me mets dans les souliers d'RDS ou de TSN, Crave, peu importe, qui ont cette propriété-là, tu te dis, ben là, je veux pas m'auto-cannibaliser non plus. Tu sais, je veux pas. Si je divise mon audimat, si je divise les gens qui m'écoutent à RDS, j'en envoie à Crave, je veux dire, maintenant, tu sais, je suis en train de désabonner des gens de mon gagne-pain. Puis, je veux dire, c'est de ma source principale de sport, les envoyer ailleurs. Fait que là, je suis en train d'évaluer un peu. Puis, tu sais, je dis ça, je sais pas qu'est-ce que les patrons exactement pensent, mais je présume que c'est un peu ça. J'ai eu vent de certaines discussions lorsque j'étais, entre autres, quand j'ai travaillé, entre autres, à Sportsnet ou à TVA Sport ou ces choses-là. J'ai travaillé également à RDS, ça fait un certain temps de ça, malgré tout, mais je présume que leur façon, leur thinking, c'est comment on sauve la mise, comment on sauve ce qui a toujours fonctionné et on s'adapte justement avec le nouveau mouvement. Des critères économiques que moi, dans ma tête de gars qui fait comme juste ça sur Crave et qui fonctionne pas, tu sais. Mais c'est quand même... on a quand même une belle saison déjà de hockey entamée. Là, moi, j'aime beaucoup les surprises qu'on a en ce moment. J'aime beaucoup le 0-5 des Prédateurs. Ça me plaît énormément. Là, je trouve, c'est drôle que tu dises 0-5 des Preds avant le 5-0 des Jets, par exemple. Le 5-0 les Jets, en début de saison, sont tout le temps bons. Ça me surprend pas. La saison passée, super bon en début de saison. À un moment donné, milieu de saison, ils se calment un peu. Ils font les playoffs quand même très bien. Puis ils se font défoncer en playoffs. C'est ça. Mais toujours bon en début de saison, les Jets. C'est jamais ennuyant. Shifley va être bon pendant 45 games, il va faire des goals, puis à un moment donné, il va faire « Ah, crime, ok, cool, je vais revenir à un gars de 65-70 points. » C'est ça la vie des Jets de Winnipeg. Là, on va pas surprendre, mais c'est juste que les Prédateurs, avec l'ajout de Marchessault, Stamkos, tu fais comme « Ok, ça va être 82-0-0. » là, puis là, c'est 0-5, fait que ça, je trouve ça le fun. Mais je me demandais si toi, si t'avais chez des joueurs... si t'avais des joueurs qui performent en ce moment, que c'est genre des cartes cachées que tu fais comme « Lui, je savais qu'elle allait bien performer. » ou « Lui... » regardez-le aller cette saison-ci, il va éclore. Tu sais. Ben, un des joueurs, Ross Colton avec l'Avalanche du Colorado, il y a 6 buts en 5-6 matchs. Je veux dire, c'est un début de saison. Je pense pas que ça va continuer, là, mais je suis pas en train de dire au poolers, là, allez all-in, puis échange Marchessault si tu l'as. Puis, il y a beaucoup de blessés au Colorado, il en profite. Oui, c'est ça, il en profite exactement. Flusher Stamkos, je vais aller chercher Colton. C'est ça, non, fais pas ça. Réécoute ce que je dis, porte bien attention. C'est pas ça que je dis. Fait que tu me disais de crisser Stamkos là, puis aller chercher Colton. C'est ça, j'ai entendu. Non, mais je suis surpris de voir des joueurs comme ça qui performent. Mais pour moi, un gars qui va être une valeur sûre, il en arrive à sa 3e saison professionnelle, c'est Jake Sanderson avec les Sénateurs d'Ottawa. Il y a un changement, tu as mentionné le mot culture tout à l'heure. Je pense qu'il y a un changement qui opère à Ottawa. C'est une équipe qui est imparfaite, c'est une équipe qui, pour moi, est meilleure que la somme de ses parties. Quand tu regardes le talent de cette équipe-là, tu te dis, Christy, comment ça que cette équipe-là a manqué les séries l'année passée? Comment se fait-il qu'ils ont des séquences aussi longues de défaites, etc.? Puis là, on va voir si Linus Ullmark va être l'une des solutions, malgré qu'il est blessé. Là, il était très bon avant de se blesser. Oui, exactement. Exactement. Ça semble pas être quelque chose de trop préoccupant. Là, il a subi des tests pour voir combien de temps ça va prendre. Mais Linus Ullmark, je sais qu'on fonde beaucoup d'espoir du côté des Sénateurs d'Ottawa. Mais pour moi, je regarde un gars comme Jake Sanderson. Moi, je pense que c'est le real deal. Je pense que ce gars-là, ils ont Thomas Chabot, qui est là depuis des années. Puis on dirait que tout reposait sur ses épaules, sur l'avantage numérique. Puis
un gars qui pouvait jouer 30 minutes par match après match, Thomas Chabot. Il est encore capable de le faire, mais là, il y a un peu plus d'appui. Mais je regarde Jake Sanderson. Si je ne me trompe pas, il n'a jamais eu plus de 40 points depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale dans ses premières saisons. Mais je pense que c'est le genre de gars qui pourrait être un défenseur de 70 points cette année. Ah ouais? Moi, je pense que ça, c'est un joueur à surveiller. C'est un bon joueur. Il est adoré par l'organisation. Tu peux déjà voir que Travis Green, qui vient de débarquer là-bas, il l'aime, va lui donner du temps de glace, a confiance en lui. Et je pense que c'est un jeune qui, après 2 saisons dans la Ligue, il a compris, il a fait le tour. Là, il comprend ce qu'il est capable de faire. Puis on va lui donner la chance de le faire. Mais c'est peut-être ça aussi le problème avec les sénateurs, là, c'est les erreurs peut-être qui coulent cette équipe-là, là, de cette genre d'immaturité, ce goût offensif aussi de leurs joueurs, de faire des petites erreurs en défensive. Je pense que c'est ça qui coule l'équipe. Là. Les blessures aussi. Josh Norris, ça fait 3 ans qu'il se fait opérer à l'épaule constamment. Tim Stutzold qui manque des games, je pense, à 3 années aussi. Oui, exactement. Pour moi, les sénateurs, c'est l'équipe typique immature, parce que le terme présentement immature est très populaire avec Nick Suzuki la semaine passée, qui l'a mentionné après la défaite face aux Kings de Los Angeles. Mais je pense qu'Ottawa, pour moi, ça a été une équipe extrêmement immature qui sont... Eux autres, ils veulent te faire gagner ton pool. Eux autres, ils pensent juste statistiques. Ouais. Le problème, c'est que quand tu es une équipe qui est plus intéressée à travailler quand tu as la rondelle versus quand tu ne l'as pas, tu ne gagneras pas. Tu ne peux pas gagner. Et c'est ça le problème des sénateurs. Avec DJ Smith, je pense qu'il n'a pas été capable de leur faire comprendre l'imputabilité de si tu dois être encore plus travaillant. Puis avoir plus de volonté quand tu n'as pas le puck que quand tu l'as. Et j'espère que DJ Smith, qui n'a pas été capable de le faire, que Travis Green lui, va être capable de faire comprendre ça, de faire acheter ça aux joueurs. Et je pense que ça va être positif parce qu'à un moment donné, les gars sont tannés de perdre. Ouais. Puis tu disais, est-ce que les gars, ils veulent vraiment gagner? Est-ce qu'ils veulent la Coupe Stanley? Je peux te dire qu'avec les sénateurs d'Ottawa, là, cette équipe-là sont tannés en tabarouette de perdre. Ah, ça fait longtemps. Ils veulent gagner. On regardait juste Brady Tkachuk regarder son frère soulever la Coupe Stanley cet été. Puis j'étais comme, OK, là, il y a une motivation. Là, clairement. Là, il y a de quoi de le fun. Là, puis lui, il porte le C dans un marché canadien. Puis, pour moi, Brady Tkachuk, c'est un vrai joueur de hockey. Ah ouais. C'est un vrai joueur de hockey qui connaît d'ailleurs un début de saison. Là, il a marqué un peu plus dernièrement, mais je trouve que c'est un début de saison ordinaire, tranquille pour lui. Il doit jouer un peu à la Arbor Xhekaj. Lui, c'est l'émotion. Lui, il a besoin de toujours avoir le couteau entre les dents. Puis il doit se trouver une raison là, pour détester l'autre équipe à chaque soir. Puis c'est là qu'il est efficace. Alors lui... Je pense que c'est un bon leader. Puis, il doit, tu l'as mentionné, là, son frère qui a gagné la Coupe Stanley. Ouais. Il doit être fier et en même temps, il doit dire, moi, je veux ça aussi. C'est totalement. Il me fait un peu penser à Hulk Hogan, tu sais, dans non, mais c'est moi, pareil. Tu sais, dans la vieille lutte, là, quand Hulk Hogan recevait une claque d'en face, puis là, il devenait genre, puis il devenait fou, là. Pour moi, c'est ça, Brady Tkachuk, il reçoit une claque, puis là, après, il devient super puissant, là. Tu sais que Hulk, c'est un grand fan de hockey, hein, t'es ça? Je savais pas tout. La finale de la Coupe Stanley en 2004, quand le Lightning de Tampa Bay a gagné, j'avais suivi le Lightning jusqu'à leur championnat. Je travaillais pour Sportsnet à l'époque. Puis la fille de Hulk Hogan chantait l'hymne national pour le Lightning de Tampa Bay. Alors, on voyait Hulk à tous les matchs. Il était là, j'avais eu la chance d'y parler, tout ça. Puis, tu sais, c'était un bon Jack, là, un gentil monsieur, là, impressionnant et tout ça, mais un fan de hockey. Puis, il était aussi le fier papa qui était là pour encourager sa fille qui chantait. J'avais été voir un match à Tampa Bay l'an passé. Il y a Ric Flair aussi qui était dans les gradins. C'est un gros fan aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ric Flair. Ric Flair, il vieillit pas bien. Il faisait encore ses ouh! Un monsieur qui vieillit pas bien. Le teint orange de Ric Flair. C'est pas le fun d'être Ric Flair, j'ai l'impression aujourd'hui. Puis toi aussi, Marco, t'avais des cartes cachées. On regarde comment ils vont après ces moments de l'année-là. Victor Olofsson, ta carte cachée? Oui, bien, il a bien débuté la saison. 3 points en 4 matchs. Jouait sur le premier PP. Par contre, il est blessé. Puis on ne sait pas. Ça, c'est quelque chose que... Il est blessé, ça fait presque une semaine. L'équipe a joué peut-être 2-3 matchs depuis. Puis, je l'ai dans mon pool, je regarde sur Twitter, j'essaie de trouver des informations. Puis, le coach a donné un point de presse. Puis, je vois sur Twitter, aucun journaliste a posé la question « Qu'est-ce qu'il y a, Victor Olofsson? » À Montréal, ça a été la première question. Puis, je suis comme... Voir que les journalistes font pas leur job. À Montréal, ça aurait linké out. Là, exactement. Là, on n'a aucune idée de ce qui se passe. On ne sait pas si c'est grave, pas grave. On ne sait pas. Mais oui, il faisait le travail le peu de temps qu'il a joué. Tant qu'il était en santé. Ouais.
Anthony Mantha, 4 points en 5 matchs. Mais il y a eu un bon début de saison, mais ça s'est calmé les derniers matchs. Ça s'est calmé un peu. Mais, devenu un peu plus. On ne s'attend pas à une saison de 80 points de Mantha. Là. Une soixantaine de points, ça serait vraiment bon. Il me semble qu'on aimerait ça. Ouais. J'aimerais ça pour lui. Il me semble qu'il a le talent de le faire, mais... il y a du talent. C'est ça. Souvent, c'est l'éthique de travail, Anthony Mantha, ce que j'entends. Mantha, c'est 2 joueurs qui me semblent... C'est du point par game, ces 2 joueurs. Au niveau du talent. Ils devraient. Tu dis crème. Ils devraient être capables de le faire. Ils ont tout pour le faire. Mais tu sais, ça démontre aussi à quel point c'est une ligue qui est extrêmement top. Mais là, je t'ai interrompu. Vas-y. Non, mais t'as super bien. C'est un podcast. Tu interviens quand tu veux. Puis si on veut tes opinions. Jonathan Huberdeau, 6 points en 5 matchs. Ah, mon Dieu, je suis content. Pour vrai, là, moi, Jonathan Huberdeau, je ne souhaite que du bien, que du beau. Tu sais, ce trade-là contre Matthew Tkachuk, qui l'a mis dans une position qui est quand même... il performe, là, tu sais. Puis là, l'autre qui vient de gagner une Coupe Stanley au bar. Huberdeau, récemment, il y a Pierre Lebrun qui disait qu'il avait jasé avec Craig Conroy, qui parlait de son été exceptionnel d'entraînement et tout ça. Les auditeurs du Poolcast le savaient déjà parce que je l'avais annoncé qu'il y avait eu un été exceptionnel. Ouais. J'avais des informations là-dessus. Donc, je m'attends vraiment à une grosse saison de sa part. Là, il va vraiment rebondir, je pense. Il va y aller. Il est motivé plus que jamais. Là. Il a besoin, je veux dire aussi, en quelque part, tu peux pas te cacher à Calgary. Là. Il y a une chose qui se passe, il y a les Stampeders un peu, là, mais... Ouais. Ils sont pognés avec son contrat, fait qu'il faut qu'ils... Ils ont donné un gros contrat, ils l'ont échangé. C'est plus le même DG, mais on sait qu'il n'y a pas de doute, on vient de le mentionner, mais je veux dire, s'il y a un gars qui est capable de produire et qui est capable d'être un joueur de au moins 1 point par match, c'est Jonathan Huberdeau. C'est sûr qu'on a moins de pression, c'est un bon début de saison pour eux autres, mais il y a peut-être moins un peu les attentes. On dirait que le monde doute. Et dans ce doute-là, j'ai l'impression que lui va être capable de pouvoir en profiter cette année. Est-ce que Jonathan Huberdeau était si performant avec les Panthers parce que l'autre équipe s'occupait plus de Barkov, fait que lui avait plus de liberté sa patinoire, fait qu'en mettant l'attention sur un centre comme Barkov, ça laisse un Huberdeau sur un deuxième trio qui... Moi, je pense que sans Barkov, Huberdeau ne touchera plus jamais aux 100 points. Là. C'est vraiment Barkov qui l'a amené. Le talent est là, c'est un talent exceptionnel, mais Barkov il fait tellement rayonner les joueurs autour de lui. Il est tellement complet. C'est un des joueurs, en fait, il n'est plus vraiment sous-estimé parce que là, maintenant, on le connaît, mais il est tellement meilleur que ce que le monde pense. Ça a un gros impact. Là, c'est le plus gros joueur blessé pour les Poules en ce moment. Là. Je pense que c'est Barkov qui est hâte. Qui devrait revenir sous peu, d'ailleurs. On dit que ça ne durera pas long. Là, c'est prêt même revenir probablement dans la prochaine semaine. Mais pour répondre à ta question sur Huberdeau, oui, c'est sûr qu'il y avait un joueur d'exception. Il y avait un excellent joueur autour de lui. Ça a contribué à ses points. Mais je pense que lui aussi avait amené Barkov à un autre niveau. Je pense qu'il y avait une compétition extrêmement saine. Se complétaient bien les deux. Oui, exactement. Puis ces deux vraiment, tu le mentionnes, ces 2 joueurs qui étaient tellement différents que... puis aussi le contexte que, tu sais, en Floride, tout ça, quand ils ont connu leur saison exceptionnelle, personne vraiment respectait tant que ça les Panthers de la Floride encore. Tu sais, on se disait tout le temps, mais c'est les Panthers de la Floride, c'est pas une équipe vraiment qui peut être très bonne en saison régulière, mais personne n'a vraiment peur d'eux autres. Alors, il était comme dans une transition. C'est dommage que Jonathan, je sais que ça a été sans doute très difficile pour lui, de quitter et de voir ton équipe soudainement aller en finale, puis là, éventuellement, remporter la Coupe Stanley. Mais c'est dur pour toi, j'imagine, de quitter la Floride, de te retrouver dans un endroit qui est aussi un endroit pour moi de hockey exceptionnel à Calgary. Mais c'est pas la même réalité, c'est pas la même situation. Et j'ai l'impression que pour lui, ça a pris du temps à Jonathan On se rappellera, il avait vendu sa Lamborghini pour s'acheter un pick-up en arrivant à Calgary. C'est pas la même game, mettons. Non, c'est pas la même affaire. Mais Shane, c'était Lamborghini l'hiver à Calgary, exactement. C'est moins le fun. Les Panthers, je pense que c'est l'équipe dans NHL qui a le plus d'éléments non hockey qui influencent le match. Genre, par les joueurs qu'ils ont, par l'intimidation, par l'attitude sur la patinoire, c'est l'équipe qui, sans toucher à la puck, a une force psychologique sur l'autre équipe avec les Bennett. Moi, j'adore Palmieri. J'ai toujours aimé Palmieri. J'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui. Entre 2 jobs de coaching qu'il y avait eu dans la Ligue nationale de hockey, lorsque je travaillais justement à Sportsnet. Et je l'ai toujours vraiment, vraiment aimé, là, comme je l'aime d'amour, ce gars-là. J'étais content de le voir gagner la Coupe Stanley. Et lui, il aime ça, du old-time hockey. Ouais.
Lui, il aime le old-time hockey. Et ça donne que, quand on est allé chercher justement Matthew Tkachuk, c'était ça qu'on voulait. Ouais. On voulait jouer le genre de game. Mais c'est pas facile de le faire. La première game, au mois d'octobre, jusqu'au mois de mai. Puis après ça, on commence. Là, ça commence juste pour de vrai. Mais eux autres, ils aiment ça des scrums, ils aiment ça des gants d'en face, ils aiment ça de déranger, ils aiment ça. Puis tu as raison de dire que quand tu joues contre les Panthers aujourd'hui, là, maintenant, parce que c'était pas le cas dans le temps. C'était pas comme ça non plus quand Huberdeau était là. C'est un country club un peu dans le temps. Ça l'était. Puis c'était un bel endroit pour jouer. Puis c'était pas... Puis même, tu avais un DG en Dale Talon qui était il aimait ses joueurs. Il était un peu comme le grand-papa, un peu, tout ça. Versus maintenant, on a vraiment fait comprendre que les gars, vous avez la chance, vous avez un privilège de jouer ici. Vous payez pas mal moins de taxes qu'un peu partout à travers la Ligue nationale et tout ça. Mais c'est fini le country club. Il faut qu'on change notre approche, notre mentalité. Puis moi, je regarde un peu cette organisation-là. Ton point est tellement bon quand tu mentionnes que tu vas là-bas, puis déjà, ils sont dans ta tête. Ce club-là, là, tu sais que à soir, c'est pas 2 points faciles. À soir, t'es mieux de travailler si tu vas essayer d'avoir une chance de gagner. Puis c'est pas le fun, puis c'est pas tout le monde qui aime ça non plus. Si tu mènes 5-1, ça va faire mal le restant de la partie. Ouais, c'est ça, t'es mieux pas peut-être. Fait que je garde ça serré si tu veux pas de coup de bâton dans les côtes pendant les 2 dernières périodes. Là. Prends pas une avance rapide en première de 3-0. Il y avait le Philadelphia Flu dans le temps. Là, je sais pas s'il y a un Florida Flu. Pas sûr, c'est peut-être pas rendu là. Mais c'est sûr que c'est pas le fun. On a tout ça, nous autres, dans l'organisation du CH, ce genre de papier sablé-là qu'il va nous falloir dans le futur. Là, ce côté Sam Bennett, Ketchuk. On a tout ça dans notre organisation, même peut-être dans la Ligue américaine ou dans nos jeunes. On a un gars qui s'appelle Arbor Xhekaj, qui lui, c'est certainement de cette école-là. Puis Arbor Xhekaj, moi, personnellement, je l'adore. Je pense qu'il amène une dimension extrêmement unique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, l'année passée, qui disaient... Là, on l'a envoyé dans la Ligue américaine. On n'a pas aimé son camp d'entraînement. On n'a pas aimé son attitude et tout ça. Peut-être qu'on devrait penser l'échanger. Puis, j'ai aucun doute qu'il y a des équipes qui ont appelé le Canadien, qui ont appelé Ken Hughes pour voir le 72. Il est-tu disponible? Parce que nous autres, on serait prêts peut-être à regarder de ce côté-là puis de voir qu'est-ce qu'on préfère avec si vous ne l'aimez pas. Tu as besoin d'un gars comme Arbor Xhekaj, selon moi. Puis lui, le papier sablé, c'est exactement ça. Puis quand il arrête de le faire, ça donne un début de saison comme qu'on vient de connaître. Quand il ne joue pas de cette façon-là, quand il ne joue pas, lui, drette sa ligne, puis il faut qu'il traverse la ligne aussi. Là. Ouais. Mais quand il ne le fait pas, il n'est pas efficace. Puis les joueurs, by the way, là, parce que là, il y a des gens qui l'ont critiqué. Puis dans les médias, il a été critiqué parce qu'il se fait expulser des games pendant les matchs préparatoires. Puis il est allé trop loin. Puis il a frappé un joueur. Puis ça aurait pu être dangereux. Puis tout ça. C'est vrai, mais les joueurs l'aiment. Les joueurs l'adorent. Puis Martin Saint-Louis l'avait critiqué ouvertement une couple de fois l'an passé, puis un petit peu pendant le camp d'entraînement. Il n'y a pas un danger de dénaturer ce genre de joueur-là parce que, tu sais, des mauvaises punitions, en fait, je pense qu'il faut que tu vives avec. Il va en avoir des mauvaises punitions. Il va en avoir, mais il faut mais il va amener plus de bons que de mauvais au final, je pense. Il faut qu'il prenne des décisions matures, réfléchies dans ça aussi. Tu sais, il y a l'émotion, mais il y a des fois, t'as le temps, t'es assis sur le banc, t'as le temps de rationaliser ce qui s'est passé sur la patinoire. Tu sais, dans le feu de l'action, moi, il y a bien des affaires que je pardonne. Là. Tu sais, t'es à côté, il s'est passé quelque chose, mais là, t'es sur le banc, tu rembarques sur la glace, tu vas ramasser Cédric Paré. Moi, ce bout-là, je l'ai trouvé ordinaire, mais le restant, moi, je suis un énorme fan de ça. Moi, je pense qu'il a été obligé de faire ça parce que les autres qui étaient sur la glace au moment du jeu n'ont pas fait leur job. Un Josh Anderson, par exemple, qui n'a pas intervenu. Là, ça fait en sorte que tout le monde se revient vers Xhekaj, puis il est comme, I guess c'est ma job, je vais y aller. Mais je pense que c'est ça. On dirait que les joueurs du Canadien se fient trop à lui. Puis, tu sais, un Josh Anderson, on s'entend. Là, Parce que Harbert, ce qu'il amène, c'est les joueurs, même quand il n'est pas sa patinoire de l'autre équipe, doivent avoir peur de rentrer dans la zone. Ouais. C'est ce bout-là qui... L'autre équipe doit être 100% consciente à chaque fois que Harbert peut être sur la patinoire. Puis c'est là que son influence est plus grande que juste le hockey. Ouais. Mais je te dirais que ça, c'est déjà établi. Ouais. Ça, pour moi, ce côté-là, il est déjà réglé. Okay. Le côté où il doit... vraiment faire beaucoup de travail, c'est pas auprès des adversaires. Le monde le sait. Ryan Reeves, il vient à Montréal, il sait qu'il y a quelqu'un qui va venir me chercher, que je gagne, que je perde mon combat, peu importe. Il y a quelqu'un qui va faire de quoi ou qui va frapper un de nos bons joueurs si je fais le cave. Ouais. Alors, on va regarder ça. On va se calmer puis on va être assez intelligent dans ce qu'on va faire de ce côté-là. Il avait été très calme, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Oui, hein, Reeves. Mais le côté que Arbor doit travailler, c'est
Martin Saint-Louis a besoin de savoir t'es quoi, toi? Puis je peux te mettre dans quelle situation? Es-tu capable de tuer des punitions? Es-tu capable de te donner un peu d'offensive? Est-ce que la garnotte, elle peut sortir, puis elle va être sur le filet, ou elle va être bloquée, puis ça va être un échappé contre nous autres? Est-ce que tu es capable de te défendre? Puis c'est ça qu'il doit démontrer. C'est ça qui va faire en sorte que lui, il peut devenir... Puis je l'ai vu avec Zdeno Chara quand il est arrivé avec les Sénateurs d'Ottawa. Je me souviens de la transaction avec les Sénateurs d'Ottawa. Puis Zdeno Chara, c'était loin d'être le Hall of Famer. Puis le champion, le capitaine, le leader incontesté qu'on a vu avec les Bruins de Boston. Quand il est arrivé à Ottawa, là, c'était un grand fanal de 6 et 9. Il arrivait des Islanders. Il arrivait des Islanders de New York. Il était awkward. Il était souvent facile à battre. Je parle de contourner ces choses-là. Les joueurs allaient tout le temps de son bord là, quand il attaquait avec les Islanders de New York. Et là, à Ottawa, on a trouvé une façon. Puis lui, c'est surtout par son éthique de travail, sa volonté, sa détermination. Mais il est devenu tout un joueur. Il est devenu bon défensivement. Il est devenu craint. Je me souviens d'un combat avec Wade Belak. Des Maple Leafs de Toronto. Non, c'était pas Wade Belak, c'était Brian McCabe, qui était gros avec les Maple Leafs. Là. Puis Chara là, le prenait, là, il faisait ce qu'il voulait, comme une poupée avec Wade Belak. OK? Le monde à travers la ligue, je me souviens, le monde disait Chara, quand il se bat pour faire mal. Il ne veut pas se battre à tous les matchs, lui. Lui, s'il se bat, c'est parce qu'il est choqué, puis il veut envoyer un message à toi, à ton équipe, mais à partout à travers la ligue, que si tu veux te battre, pas de problème, sois prêt. Puis je pense que Arbor, ça s'en vient, ce côté-là. Mais il faut vraiment qu'il développe l'autre côté. Mais le papier sablé, le Canadien l'a avec lui. Puis je dirais que Struble aussi, pour moi, est un gars aussi qui amène une dimension de ce côté-là qui est pas aussi gros, il est pas encore établi. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de Struble. Puis lui, il est beaucoup plus complet qu'Arbor Xhekaj. Il n'est pas là nécessairement pour se battre, mais il n'a pas peur de le faire. Il va brasser devant le filet, ces choses-là. Donc ça, c'est pour moi 2 joueurs. Puis Pezzetta, Pezzetta, je ne sais pas à quel point il va être avec le Canadien pour encore très, très longtemps. Fait que lui, il est plus là pour essayer de brasser puis déranger. C'est ça, exactement. Et c'était une belle surprise quand il a été rappelé, là, Struble. Ça a été, personne ne l'attendait. Tu as fait, OK, il fait une job très, très honnête. Exact. Il se fait pas passer, vraiment. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'on s'est un peu emballé trop vite avec le début de saison du Canadien? Là, on y croyait beaucoup, puis là, on dirait qu'on a un petit peu ses talons. Est-ce que notre première ligne est une première ligne pour vrai? Même avec Laine dans l'équipe, je pensais pas qu'on ferait les séries. On n'est pas rendu là. On aurait peut-être gagné le dernier match avec un Laine dans le line-up. Potentiellement, mais je pense qu'on n'est pas là. L'an prochain, je pense que Kent Hughes va avoir un gros été l'été prochain. C'est là que la fenêtre s'ouvre réellement avec les contrats qui vont se terminer. Qui se termine? Là, il va y avoir de la marge de manœuvre. On a Evans qui part. Il y a, on en a quelques-uns. Là. Il y a Evans, entre autres, à l'attaque. Il y a Dvorak aussi. Exact. Donc, on va avoir des décisions à prendre parce qu'un gars comme Dvorak, pour moi, j'aime le trio avec les 2 jeunes. Je trouve que c'est bon. Je trouve qu'Evans aussi, avec Gallagher puis Anderson, je trouve que ça va quand même bien. Puis Evans, il amène une dimension assez particulière. Tu sais, Evans, il sait ce qu'il est, là. Il n'essaie pas, lui, d'être un marqueur de 40 buts, là. Non. Lui, il sait qu'il doit travailler à tous les jours. Il sait que demain matin, c'est pas sûr que je suis dans le line-up. Alors, tu sais, puis il doit amener une dimension, défensive. C'est un spécialiste du jeu défensif. Il faut qu'il gagne ses mises en jeu. Il faut qu'il écoule des punitions. Tu sais, Evans, il comprend ce qu'il est. Puis c'est drôle, hein? Il y a une couple d'années, je me disais, il amène quoi, Jake Evans? Tu sais, c'est quoi? Pourquoi qu'on investit en lui? Il y avait des problèmes de commotion cérébrale. Je trouvais qu'il s'exposait souvent. Il se mettait dans des situations tellement, tellement dangereuses où il s'est fait, cogner direct sur le menton à une couple de reprises. Mais là, je trouve qu'il y a une belle évolution dans sa game. Ben, il est sous-estimé, mais c'est un joueur efficace. Ouais. Tu sais qu'il va faire la job quand tu le mets sur la glace. Il est peut-être aussi conscient que le Owen Beck, c'est lui qu'on voit à sa place. Là. Il est sur le 3e trio à Laval, puis il le prépare pour peut-être arriver sur le 3e trio. On va avoir des décisions à prendre, mais pour revenir à ce que tu mentionnais, est-ce qu'on s'est trop emballé? Ben, on voyait des belles choses, mais le Canadien de Montréal, c'est beaucoup la même équipe que l'an dernier, quand tu n'as pas Patrick Laine. Oui, tu as Lane Hudson qui est là. Dak, il joue. Dak, il joue, mais... Dak, c'est quoi? Moi, je me pose encore la question, c'est quoi Kirby Dak? Comme tout le monde, moi, je pense que ce gars-là, il a un potentiel énorme. Ouais. Mais on ne l'a pas vu. On l'a trop peu vu. C'est ça le problème avec un gars comme Kirby Dak. Puis je me pose la question, d'un côté, tu n'as pas le choix d'être patient. Tu as investi en ce joueur-là, tu as fait une grosse transaction pour aller le chercher, mais à quel point tu peux être patient présentement? Ça fait quand même 2 ans qu'il n'a pas joué ou presque. Ouais. Je suis d'accord, mais là, c'est que tu veux gagner. Là, c'est le coach qui commence à sentir la chaleur. Je pense que cette année, c'est une année de transition encore. Je pense
les gens vont être encore compréhensifs que c'est pas grave si on fait pas les séries, mais ça moins, commence... par exemple. Moins. Mais c'est ça. Je pense qu'on peut on peut y donner du lousse à Kirby Dach, mais oui, il va falloir qu'il déclenche durant la saison 100%. Tu changes New Hook par Laine, tu y mets un meilleur... Mais je pense qu'on n'aura pas le choix de défaire le premier trio pour donner quelque chose à Kirby Dach pour le partir. Le problème là-dessus, là, c'est que c'est le centre qui est supposé de faire fonctionner le trio. Ouais. Fait que là, on parle de tout le monde autour, mais c'est le centre. Puis je suis d'accord que Laine, ça change probablement la game. Là. Je veux dire, c'est sûr que pour l'organisation, tout le monde, Caroline, on est malchanceux de ne pas commencer l'année avec Laine puis de voir ce qu'il aurait pu nous donner. Parce que c'est clair que quand tu es de l'autre équipe, là, Patrick Laine, il fait partie de ton game plan. Là. C'est sûr que tu es en train de te préparer puis de te dire, lui, surveillez-le parce qu'il est dangereux puis tout le monde le sait. Tu n'as pas besoin d'expliquer pendant 5 minutes à quel point ce gars-là, c'est un poison puis il peut te faire extrêmement mal. Mais on arrive quand même à un point où je pense que le discours de Martin Saint-Louis va être un peu différent cette année dans le sens que avant, on était prêt à accepter le fait que tu progressais, puis tu fais des bonnes touches, puis on accepte le fait que, tu sais, on voit ta game progresser un tout petit peu, puis peut-être la production n'est pas là. Mais là, maintenant, on arrive à un point où c'est pas strictement les rendements, puis les victoires et les défaites qui comptent. Mais elles commencent à compter, puis sont pas mal plus pesantes dans l'échiquier, puis dans l'équation qu'elles l'étaient l'année passée. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les joueurs vont commencer à sentir. Écoute, après le 5e match de la saison, on posait la question à Martin Saint-Louis sur son système de jeu, puis est-ce que le message, sans dire que le message, est-ce qu'il passe dans le sens que quand on pose une question à un coach, quand ça commence à glisser puis il est sur le bord de perdre sa job, je suis pas en train de dire que c'est ça pour Martin Saint-Louis, mais après 5 matchs, il se faisait quand même questionner à savoir, est-ce que les joueurs sont assez réceptifs et ils comprennent ton message? Son système défensif est critiqué de plus en plus, d'ailleurs. Oui, exactement. Alors, j'ai l'impression que pour les joueurs, pour un gars comme Kirby Dach et tout ça, autant qu'on doit être patient, qu'on veut être patient, on va devoir faire de quoi? On ne peut pas juste continuer, je pense, de faire les mêmes choses sans avoir des résultats parce que ça met trop de pression sur ton premier trio. Ça met beaucoup de pression sur l'organisation qui ont dit cette année, on va être dans le mix. Ben, c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas le choix de défaire le premier trio. Il faut descendre Uri avec Dach. Exact. Pour moi, il y a quelque chose de logique là-dedans. C'est un duo qui fonctionnait, d'ailleurs. Tu mets Laine à mener là-dessus, ce trio-là. Pour moi, Laine, Dach puis Uri, c'est mon premier trio du futur du Canadien. 3 monstres sur le même trio. C'est ça. Faut que tu survives. L'affaire, c'est qu'il faut que tu survives. Jusqu'à ce que Laine arrive et puisse te donner un coup de main. Ouais. On en parlait beaucoup, là, mais Saint-Louis, là, dans combien de temps sa job... Pour dire, est-ce que le Canadien peut avoir une assez mauvaise fiche cette année que sa job peut être en danger? Je pense pas. Pas cette année. L'an prochain, peut-être que la discussion pourrait... Mais pas cette année. Je pense pas. Ben, je veux dire, tout dépend d'à quel point on parle d'une mauvaise fiche. Là, je lui souhaite pas. Moi, je l'aime beaucoup, Martin. Je pense qu'il fait un travail incroyable. J'ai trouvé ça intéressant la semaine passée quand Ken Hughes a été questionné justement à Cogeco. Il était en entrevue à l'émission du matin, puis il a été questionné sur Martin Saint-Louis et le travail qu'il faisait. Puis il a parlé du fait qu'il ne délègue pas suffisamment. Puis souvent, c'est ça, les jeunes coachs, quand ils arrivent, c'est qu'ils veulent tout faire ou ils pensent tout savoir. Ils veulent démontrer que moi, je l'ai, tu sais, j'ai la stratégie, j'ai été embauché, puis je dois démontrer que je suis capable de faire la job. Moi, j'ai été embauché pour ça. Il y avait beaucoup à prouver d'ailleurs, parce que tout le monde disait c'est un entraîneur Pee-Wee, il n'y a jamais pas d'expérience. Mais lui, il est arrivé, ça allait tellement mal qu'il avait, il voulait se prouver, mais c'est que là, le défi, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses plus confiance aux gens autour de toi. Ouais. Parce que c'est comme les Oilers d'Edmonton. Jusqu'à ce qu'on commence à avoir une meilleure équipe autour de McDavid puis de Draisaitl. Tu es joueur de 4e trio puis tu joues 4 minutes par game. Tu te dis, Christy, j'ai-tu le droit de jouer moi aussi? J'ai-tu le droit de contribuer? Sais-tu quoi? J'aimerais ça avoir un autre contrat puis peut-être pas aller jouer en Europe ou pas jouer dans la Ligue américaine. Puis, c'est la même chose quand tu as un jeune coach qui arrive. Il faut que tu utilises tes adjoints parce qu'eux autres aussi doivent prendre l'expérience. Puis eux autres aussi doivent démontrer aux joueurs que c'est eux qui s'occupent de l'avantage numérique ou du désavantage, où ils vont parler du jeu en zone défensive. C'est crucial. Puis de toute façon, c'est trop demandant dans la Ligue nationale de hockey de tout faire. Le départ d'Alex Burrows est un bon exemple. Alex Burrows est parti. Martin Saint-Louis, on lui a demandé, allez-vous engager quelqu'un pour l'avantage numérique? Il a dit non, je vais le faire moi-même. Peut-être que, tu sais... En fait, je pense que c'est là c'est comme un peu un défaut, je sais pas de sa qualité, mais Martin Saint-Louis, pour moi, est un rassembleur, un leader, un gars sur qui tu peux te fier. Mais je pense que sa plus grande force en tant que leader, ce serait de bien s'entourer et d'être un peu le chef d'orchestre de tout ça. Mais on dirait que c'est pas ça qu'il fait, mais il me semble que c'est comme ça que je le vois, moi.
Pour moi, en ce moment, c'est le vrai capitaine du Canadien de Montréal. C'est Martin Saint-Louis. Ouais. Mais moi, des coachs en arrière de Martin Saint-Louis qui font la job stratégique. Mais Martin ne peut pas partir parce qu'il est l'âme de son équipe en ce moment. C'est lui le plus grand leader. Ouais. Là. Et la stratégie, quand même, c'est un gars qui a toujours été très intelligent de ce côté-là. Il est capable de le faire, mais tu as raison, on le sait. Mais aller sur son habit quand il est derrière le banc, tout le monde sait que le vrai leader, c'est lui, sans rien enlever à Suzuki, parce que je trouve qu'il fait quand même un excellent travail. Mais c'est ça, mais je te dirais qu'on a tendance à regarder souvent ce qui se passe à Montréal, puis on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Puis je sais, vous autres, des grands poolers, vous regardez beaucoup ce qui se passe ailleurs, mais David Quinn avec les Rangers de New York, c'est beaucoup ça aussi. Il arrive, puis ils ont donné bien de l'argent. Ils ont donné un contrat de 5 ans par temps. Il arrive des rangs collégiaux américains, tout ça. Beau bonhomme, il s'exprime bien dans les médias. Ouais, il est arrivé en superstar. Là. Il est arrivé en superstar, puis il a fait exactement la même chose que beaucoup de jeunes coachs font. Peter DeBoer, quand il est arrivé avec les Panthers de la Floride, c'était exactement la même chose. J'ai eu du succès partout où j'ai coaché. Même si le junior, c'est pas grave. Je vais arriver ici, je vais avoir du succès. Alors, je n'ai pas besoin des autres. Je suis capable de le faire. Et au contraire, tu as besoin des autres pour dire il va y avoir un moment donné où ça ne va pas bien aller pendant la saison, puis tu vas être dépourvu, tu ne sauras pas quoi faire. Tu veux bien paraître. Il te faut un gars de son, un bon éclairage, tu ne veux pas être lettre. C'est ça qui arrive. Mais, pour répondre à ta question, je pense qu'au-delà des victoires-défaites cette année, Martin Saint-Louis est encore en train de bâtir une culture, puis c'est ça la priorité cette année. Donc l'an prochain, on jasera plus de victoires-défaites, mais je pense aucunement son poste. Je peux juste faire un petit commentaire, parce que j'y pense depuis tantôt. Là. Mais Romanco, qui n'est pas un peu de bonheur pour ça. Parce qu'on diffuse en soirée, fait que c'est juste pour être Mais moi, je trouve ça très de bonheur. Mais on va revenir un petit peu pouleur, mais on a-tu des joueurs en ce moment dans la Ligue nationale de hockey qui surperforment puis qu'on devrait échanger rapidement parce que c'est pas ça qui va... Oui, ben j'ai compilé quelques noms. Il y a Evgeny Malkin qui a un début de saison incroyable. Toutes les saisons, il y a un bon début de saison. Evgeny Malkin, c'est ça sa vie. C'est ça, mais à toutes les saisons, il va manquer entre 10 et 15 matchs assurés. Il va ralentir. Il va ralentir aussi. Donc, si vous l'avez dans votre pool, c'est le temps là, de... Si vous avez une bonne offre. C'est des début de saison, ça. Exactement. Il y a un Mark Stone, excellent début de saison. C'est une question de minutes avant qu'il se blesse, probablement. Qui va revenir à un playoff. Exactement, mais tu sais... Puis Mark Stone, c'est jamais des blessures mineures. Son corps, je pense, c'est vraiment... Non, c'est pas des blessures. En janvier, il a mal au genou. Il prend février, mars, début avril off. Il revient pour les playoffs. C'est ça sa vie. Je fais comme... Mais c'est ça, un Mark Stone, si tu te fies à lui sur ton pool parce qu'il y a un gros début de saison, je t'annonce que ça pourrait mal virer. Donc, si tu as une bonne offre pour lui, c'est le temps. Des Stephen Nosen, Paul Cotter, Et ça, personne n'a pris ça, là, déjà. Non, je sais, mais tu sais, va pas les chercher en t'imaginant là, que ça produit point per game. Là. Moi, j'appelle ça le Chris Contos. Je sais pas si... je me souviens très bien de Chris Contos. À l'époque, il brûlait la ligue pendant 8-10 games. Il scorait un but à chaque game, puis là, après ça, on n'entendait plus parler de lui. Il disparaissait. En anglais, il dit he's a Greek god. Maintenant, quand il arrêtait de produire pour les poolers, he's a goddamn Greek. Ça allait un peu moins bien pour Chris Contos. Moi, j'ai une question pour vous autres, par exemple, et pour les poolers et les conseils. Tu as mentionné 0,5 pour Nashville, les Prédateurs. Alors, on fait quoi avec un Stamkos? On fait quoi avec un Marchessault? Si vas-y. On les garde. C'est une question de temps avant que ça revienne. C'est pas... C'est une anomalie, là, 0,5. Nashville était bon avant de les avoir. Je pense que c'est vraiment une question de il y a beaucoup de nouveaux joueurs, que ça gèle ensemble, que ça pogne. Puis après ça, je pense que... En fait, le puck fait juste pas rentrer. Là. Il y a 6 tirs par match, Stamkos. On a vu l'arrêt, le but que Stamkos s'est fait voler vers le bout du bâton. C'est juste une question de temps. Moi, j'allais Stamkos. Ce que je vous conseillerais, c'est de crisser au vidange, là. Émotionnellement parlant. Toi, là, ça va pas bien. Moi, pour vrai, je suis le pire pooleur parce que tout se passe là. Puis là, je suis en train de décoller mon équipe parce que je suis genre 8e à 3 points de la 5e. Là, je suis en train de tout brûler mes affaires. Là. En même temps, j'ai pas d'enfant, tu sais. Fait que, tu sais, il faut bien que je gâche quelque chose dans ma réalité. Je peux pas gâcher l'avenir de quelqu'un, là, tu sais. Hudson, gros début de saison. Est-ce qu'il est numéro 1 dans votre course au Calder? Pas nécessairement numéro 1, mais il est dans le top 3, à mon avis. Dans le mix, comme on dit. Je pense pas que c'est Lebrini avec sa blessure. Ça va être difficile de rattraper les autres. Tu as Stankoven puis Mishkov qui vont être très durs à battre. Mais je pense que, surtout si Hudson
Saint-Louis lui donne le PP1. Ben, il donne 30 minutes de jeu par match. Mais avec le PP1, c'est ça qui va faire la différence. Je pense qu'il est là. Stan Coven, c'est un Christy de bon joueur. Il a de l'expérience en plus. Oui, c'est ça. Puis il joue pour une bonne équipe et tout ça. Ouais. Fait que je sais pas, ça c'est... Dans le fond, ça peut peut-être lui nuire parce que tu as quand même beaucoup d'autres joueurs autour de lui. Mais en même temps, je dis ça, puis je pense qu'on a tellement apprécié ce qu'on a vu aussi de l'année passée de Stan Coven, qui arrive aussi même en série, ces choses-là. Donc, je pense que Stan Coven, pour moi, c'est un joueur qu'il faut absolument surveiller. Tu peux pas dormir sur ce gars-là. Puis, Matvei Michkov, tout le monde le sait. Je suis d'accord avec toi pour Celebrini. Je veux dire, quand il va revenir, je pense que c'est un gars qui va être capable de produire des points, même si ça va être une saison difficile pour l'équipe. Mais Lane Hutson, on a tendance à être chauvin, puis on a tendance à regarder dans notre cours beaucoup. Ouais. Mais je pense que tu n'as pas le choix, si tu es un pooler, de vraiment considérer Lane Hutson à cause du fait qu'il a joué 30 minutes. À cause du fait que le coach l'adore. À cause qu'il dérange l'autre équipe. Ben, je veux dire, ils ont un plan de match autour de Middleton. C'est impressionnant. Puis, est-ce que vous avez eu la chance de le voir en personne cette année? Non, je ne l'ai pas rencontré. Mais de même voir un match au Centre Bell? Pas encore. Il n'était pas sûr. Moi, je suis allé, mais il ne jouait pas. C'était en pré-saison, je suis allé. Sincèrement, c'est le genre de gars qu'à lui seul, là, tu payes ton billet d'entrée, puis tu dis, comme, tu vas le surveiller. Puis quand l'équipe dort, quand l'équipe, il se passe pas grand-chose, Christy, c'est souvent lui qui est là, qui va commencer à réveiller l'équipe, puis tout ça. Puis c'est une recrue, c'est un kid. Puis lui, l'ascendant offensif, il l'a. Il y a juste, le computer fonctionne tellement plus vite que les autres. Il regarde ici, mais la passe est sur le tape ici. Tu sais, je veux dire, il fait des choses extraordinaires. Les plus et moins, ça va être, tu sais, c'est sûr que dans sa propre zone, il y a du travail à faire, puis il est jeune et tout ça. Puis tu remarques déjà que les équipes adverses, elles vont du côté du 48. Tu sais, quand ils rentrent, ils vont de son bord. Il est petit, il n'est pas encore très, très fort physiquement et tout ça. Mais si on parle strictement d'offensive et de statistiques, moi, je pense que c'est un gars qui va être là jusqu'à la fin. Mais moi, ma question par rapport à Lane Hutson, c'est comment il va s'adapter. Parce que les autres équipes commencent à s'adapter à lui. On se rappelle contre Pittsburgh, il y a Chris Letang qui disait, avant le match, on a discuté de lui. Puis la stratégie, c'était, on le laisse faire ses pirouettes à ligne bleue, puis on le box out pour qu'il soit obligé de faire une passe au centre. On intercepte la passe, puis le jeu est terminé. Puis c'est ça qui s'est passé, d'ailleurs. Ça va être à lui de s'adapter à ça, parce que les autres équipes, on s'entend, la Ligue nationale, ils regardent les vidéos, puis tout ça. Donc, les autres équipes vont s'adapter. Donc, comment lui va s'adapter à ça? C'est sa créativité, là, tu sais, on va voir son cerveau. Mais son intelligence, c'est ça. Exactement. Puis, lui, il a toujours été petit, il a toujours été, tu sais, quand tu regardes son coup de patin, c'est un coup de patin bizarre. Ouais. Tu sais, honnêtement, il y a quelque chose de weird de son patin. Tu sais, pourtant, il est si bon, il est si efficace dans des zones restreintes et tout ça. Il a une bonne rapidité aussi, mais tu le regardes patiner, puis il me semble qu'il est carré. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose de weird. Il est très robotique. J'ai pas l'impression qu'il est fluide. Ouais. J'ai l'impression qu'il est très... Tu regardes Nathan McKinnon puis Connor McDavid, puis tu mets lui à côté, puis tu dis... c'est pas... c'est pas la même affaire, c'est même pas le même sport. Non. Mais ils sont pas capables de le frapper. On a vu Brady Tkachuk qui a essayé de le frapper. Il a juste roll around, puis il a continué. Ouais. Alors moi, je suis convaincu pour les commentaires de Christopher Letang, puis c'est sûr que les autres équipes vont faire beaucoup de travail déjà. Il fait partie du plan de match, il n'y a aucun doute. Mais déjà là, ça parle beaucoup. C'est incroyable, c'est remarquable. Du plan de match, puis c'est un gars assez intelligent qui va pouvoir lui apporter des ajustements. Puis il y a un bon coaching staff, il y a un bon coach des défenseurs en Robida qui va l'aider à pouvoir s'ajuster. Puis il y a un bon coach aussi qui croit en lui, qui va continuer de le mettre sur la glace malgré une présence plus difficile ou un match plus difficile. Il est là pour apprendre. Ouais. Mais moi, je pense vraiment que c'est lui qui est le mieux placé en fait pour le Calder cette année. En fait, avec son temps de jeu, c'est Bruni blessé, Stan Coven avec beaucoup de profondeur. Moi, c'est un club que je prends quasiment plus de joueurs, les Stars. Parce qu'ils ont 3 bonnes lignes qui se partagent le temps de glace égal. Tu vois, Robertson joue le même temps que Duchesne. C'est pas, c'est ça, les Stars. Peut-être que là-dessus, ça va jouer Stan Coven pour son temps de glace. Puis Michkov, je pense pas qu'il y a assez de profondeur là, chez les Flyers pour l'aider à être bon toute l'année, mais c'est un point de vue de merde. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu as raison. Je connais ça correct. Je pense que tu as parfaitement raison. Puis Nashville, Colorado, Edmonton, pour qui on s'inquiète le plus? Est-ce qu'il y en a... S'il y a une de ces 3 équipes-là qui ne fait pas les playoffs, on est surpris. Là. Personne ne les avait hors des playoffs. Moi, c'est Colorado. Tu penses qu'ils vont... Je pense que Nashville et Edmonton vont se placer. Colorado, oui, il y a des blessures présentement, mais au-delà de ça,
Les gardiens, c'est médiocre. C'est pas... Ouais, mais les tirs, ils viennent aussi Mais c'est ça. Colorado, je crois pas tant en eux cette année. Je pense qu'ils vont finir par... Il y a trop de talent pour pas qu'ils fassent les séries. Par contre, ça va être... Je pense que la qualité des shots que les goalers du Colorado reçoivent aussi doivent être quand même plus impressionnants que ceux des Bruins, par exemple. Je pense que... C'est sûr. Je pense que défensivement... Mais ils n'ont pas beaucoup de profondeur. Ça paraît avec les blessures qu'ils ont présentement, la profondeur commence à ressortir. Moi, c'est le début de la saison, puis tu sais, on a donc tendance à vouloir peser sur le bouton de panique rapidement, mais moi, je suis pas là. Je suis vraiment pas là pour aucune de ces équipes-là. Je pense que l'Avalanche va faire les séries. Je suis pas inquiet. Je pense qu'ils ont juste trop de bons joueurs malgré tout. Ils ont un leadership incroyable. Ils ont gagné la Coupe Stanley puis ils sont assoiffés de le faire encore. Gabriel va peut-être revenir aussi au cours de la saison. On va lui souhaiter que ça arrive. Mais pour moi, l'Avalanche va faire les séries. Je suis convaincu. Les Oilers, c'est clair. Puis les Prédateurs de Nashville, c'était quand même une équipe qui était comme... On pensait qu'ils étaient en reconstruction. Ils ont finalement décidé d'échanger... comment il s'appelle encore le gardien russe? Askarov. Ils ont décidé de prendre une décision qu'un excellent espoir, on l'échange, on fait des moves. On a été chercher 2 marqueurs de 40 buts le 1er juillet à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, ce qui ne s'était jamais passé. Fait que je pense que c'est une équipe qui cherche un peu dans le sens que là, tu as deux alpha mâles qui viennent rentrer dans le vestiaire. Tu as Stamkos, tu as Marchessault qui viennent de rentrer, Brady Shea aussi, que tu as été chercher. Mais tu as malgré tout un Conn Smythe que tu avais en Ryan O'Reilly. Puis tu as encore un excellent gardien de but en UC Saros, l'un des meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Roman Josi, qui est un gagnant du trophée Norris. Dans cette équipe-là pour pas que ça sorte. C'est sûr. Moi, tu me dis les trois font les séries. Je serais prêt à faire une petite gageure, là, un petit rum and coke là, que ça va arriver à la fin de la saison. OK, un petit rum and coke matinal sur ce pari-là. Parfait. Il est quand même midi. Là. Pour elle, la vérité, il est 9h du matin. C'est ça. On vous regarde, là, on tourne ça à 9h pour que ça sorte. Fait qu'il est 9h. Il a commencé à boire à 7h, par exemple. Au moins, il est réchauffé. Là, Maintenant, on a des questions mailbag de Pooler qui nous a envoyé des questions. Question de Pascal Cameron de Montréal. OK, c'est quand on dit question de mailbag, c'est OK, je comprends. Non, mais il y en a une vraie, mais là, ça, c'est la mienne. Je me suis fait offrir UC Saros puis Anderson, le défenseur des Flames, contre Connor Hellebuck puis Wallman de San Jose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'ai Hellebuck-Wallman. Ouais, c'est dangereux d'échanger les Bucks parce qu'il goal tellement de matchs dans une saison, puis il y a un excellent début de saison d'ailleurs, qu'au volume, il va te faire des points. Par contre, il y a aussi Saros aussi. C'est les deux gardiens qui goalent le plus de matchs dans une saison. Ceci dit, moi, je demande. C'est sûr qu'Anderson est supérieur à Wallman, mais Wallman a le PP1 à San Jose. Donc, il y a un certain upside là. Anderson a le PP1 à Calgary. Il y a le PP2. Ah, il n'y a pas le 1. C'est Mackenzie Weegar qui a le 1 à Calgary. Quand même. Il y a eu un bon début de saison. Par contre, il a marqué une coupe de buts. Mais moi, si j'étais toi, je demanderais un extra là, avant de conclure cette transaction. Un choix repêchage. Toi, ça en passe? Ben, premièrement, j'aime Hellebuck. Je pense que c'est un gardien exceptionnel, mais je pense que j'abonde exactement dans le même sens. Écoute, là, comment ça fonctionne, vous autres, dans le monde des poolers, les trades, ces choses-là. Tu dis de rajouter quelque chose, mais ça veut dire quoi, quelque chose? Un choix repêchage ou un espoir ou un plus-value là, pour le convaincre. Exact. Il manque quelque chose pour me convaincre de conclure cette transaction-là. L'avantage numérique l'année passée des Sharks de San Jose, ça devait être un désastre, je présume. C'est là encore cette année. Là. Ben, c'est ça. Fait que ça va être... Autrement dit, tu viens peut-être de répondre à ta question. Mais ça prend un défenseur sur le PP1, donc puis là, c'est lui qui est là. C'est Wallman. Donc, mais il ne score pas en PP. Ouais. C'est ça, je veux dire. Fait que si dans le fond, t'as beau l'être, mais je veux dire, si tu produis pas, ça change quoi? Ouais. C'est ça. Deuxième question, mailbag. Catherine veut savoir, je me ferais offrir Michael H pour Will Smith. Bonne question. On parle du joueur ou du chanteur? Là, le chanteur, en fait. Le chanteur, le rappeur. Puis, moi, personnellement, j'ai Will Smith dans mon pool. C'est un keeper, fait que dans le fond, tu l'as pour toujours. Là. J'ai Will Smith dans mon keeper. Michael H va être très, très bon, je crois. Ça va être un bon joueur de deuxième trio, à mon avis. Mais Will Smith, je ne touche pas à ça. Il y a 0,5 matchs cette année. Je ne touche pas à ça. Ça va être... D'ailleurs, j'en parlais à Charles Pellerin. C'est un fiasco?
Non, il va être excellent. Okay. Je le garde. Tu touches pas à je ça. L'échange pas. Exact. Je l'échange pas. J'en parlais à Charles Pellerin, notre invité de la semaine il y a 2 semaines. Off-cam. Puis lui aussi, d'ailleurs, lui, dans sa tête, c'est un prochain Mitch Marner pour lui. OK. Smith, oui, c'est vrai qu'il disait ça. Mitch Marner. Donc, puis j'abonde dans le même sens. Là, il va être excellent. Donc, autant Michael H va être bon, autant Will Smith va être exceptionnel, je crois. Là. Donc, je n'échange pas Will Smith. Toi, qu'est-ce que c'est ton feeling à propos J'ai de ça? aucune maudite idée. Je voulais dire, je fais pas des poules, tabarouette. Non, mais on est rendu tellement long. Michael H, je pense pense qu'il va être bon en tabarouette. Là. Oui, moi aussi. Smith aussi. Mais là, tu me demandes, on parle de comme dans quelques années. I don't know. J'ai vraiment aucune idée. Ça, c'est une bonne... Mais c'est une question de plafond. Je pense que Michael H, son plafond, il ne se rendra jamais à 90 points et plus. Là. Je pense pas que... Honnêtement, es-tu prêt à... On ne sait jamais. Parce que moi, je regarde ce qu'il fait première année. Mais il est impressionnant. Très impressionnant. Il domine, là, il s'amuse, sa patinoire, là, c'est pas gênant. Son coup de patin, quand il a les jambes là, il me fait penser à Jack Eichel. La manière qu'il patine, là, je vois, c'est impressionnant. Puis moi, ce qui m'impressionne, la chose qui... le facteur pour moi qui pourrait être déterminant pour la suite de sa carrière, lui, on le sait, il a vécu des épreuves assez épouvantables avec le décès de son père, l'année de son repêchage. C'est une motivation supplémentaire. Non, mais ça prend du caractère en tabarouette pour avoir connu quand même le genre de saison qu'il y a eu et tout ça, d'avoir traversé ça. Fait que je me dis, ce gars-là, il y a quelque chose, au-delà de ce qu'on voit sur la glace, il y a quelque chose qui brûle en dedans qui est non négligeable. Je sais pas si c'est québécois, ce genre d'attitude-là, ou c'est à travers toutes les équipes de la Ligue, là, mais on a ce goût-là de la belle histoire du joueur de hockey, que le joueur de hockey est important, mais ce qui vient avec son bagage, moi j'adore ça. Moi, c'est un truc que j'aime. Là, on se rappelle Saku Koivu, en fait, qui est une histoire incroyable, mais on adore ce genre de truc-là à Montréal. Puis je sais pas si la couverture médiatique à travers la Ligue, vu que Montréal, c'est un marché de hockey puissant, a ce genre de même... je sais pas si on a ça à Anaheim, là, par exemple, cette couverture d'histoire comme on a ici, là. Ben, juste en partant, il y a moins de médias, il y a moins d'attention sur le sport. Mais je dirais que toutes les organisations, moi, je pense que oui, sont intéressées. Puis c'est souvent ça, des fois, qui peut être le X-factor, là, qui peut faire en sorte que pour une organisation, tu sais, dans toutes les entrevues, dans tout le travail qu'on fait pour déterminer que c'est lui, avant lui, qu'on veut repêcher, tout ça, je pense que toutes les organisations ont ça. Maintenant, je pense que je dirais aussi pour les vrais fans, les vrais partisans, ils sont peut-être moins nombreux dans certains marchés, mais eux aussi vont s'attacher à cette histoire-là, à ce qui va faire en sorte qu'un joueur, on peut tomber en amour avec lui dès le départ à cause de la réaction là, de c'est quoi au repêchage. J'essaie de penser aux joueurs, mais celui qui était tellement étonné, c'était-tu les Ducks d'Anaheim qui ont choisi Seneki. Sa réaction, tu sais, ça vaut 1000$. Ah oui, ils ont fait des chandails avec ça. Oui, exactement. Fait que des fois, tu vas t'attacher à une petite affaire pour lui, c'est ça là, qui était. Jamais il s'attendait à être repêché aussitôt. Alors, je pense que oui, c'est un peu réparti partout. Puis je pense que c'est le cas aussi dans plusieurs sports d'ailleurs. C'est quoi pour toi les forces, les faiblesses de la couverture médiatique au hockey au Québec? Qu'est-ce qu'on fait bien? Qu'est-ce qu'on fait moins bien? Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on fait moins bien? Ben, je sais pas si on le fait moins bien, mais je regarde Prime, parce qu'on a parlé de Prime tout à l'heure. Mais Amazon Prime arrive, puis ils nous sortent du contenu exceptionnel où on voit Connor McDavid dans le vestiaire. Ouais. En train d'enguirlander ses coéquipiers pour leur dire, les gars, c'est la finale. Puis c'est pas vrai qu'on va jouer comme ça. On a une chance inouïe. Et c'est sans dire qu'on le fait pas bien, on n'a peut-être pas cette opportunité-là. Des fois, ça prend un géant comme Amazon qui débarque et dit, nous autres, on veut les droits l'année prochaine, mais il y a des conditions. Et les voici. Toc, 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 toc. Puis on veut faire un behind the scenes. On va aller dans les coulisses, mais là, vous allez pas nous dire qu'on ne peut pas l'utiliser ou ces choses-là. On veut vraiment pouvoir avoir un accès véritable. C'est ça que les gens veulent aussi, d'ailleurs. Les gens adorent ça, mais je pense qu'au Québec, on n'a jamais eu trop la chance. Il y a eu 24 CH, puis on a arrêté de le faire. Pourquoi? Parce que quand il y avait quelque chose de moindrement qui graffinait, on l'enlevait. Ça dérangeait parce que là, le coach trouvait que ça le menottait ou le GM n'aimait pas ça ou ces choses-là. Fait que, tu sais, ça, c'est une des choses, je pense, qu'on n'arrive pas à vraiment faire parce qu'on fait le choix de ne pas le faire. On ne veut pas trop démontrer ce qui se passe. Et je peux comprendre ce côté-là, mais je pense que c'est dommage parce qu'on est quand même la plus grande franchise du hockey, 24 Coupes Stanley. Il y a une histoire extrêmement riche.
mais on fait extrêmement attention encore. C'est un peu aujourd'hui. aseptisé, là. Ben, ça l'est énormément, il n'y a aucun doute. Donc, il y a ce côté-là. Mais maintenant, pour le reste, je veux dire, si tu es un fan du Canadien de Montréal, tu vas en savoir énormément sur les espoirs. Tu vas en savoir énormément sur ce qui fait en sorte que les joueurs réussissent pas, ces choses-là. Et je pense que les journalistes font quand même un Christy de bon travail aussi à challenger. Là. Je veux dire, Martin Saint-Louis, c'est le genre de gars que tu as le goût d'avoir à la table, puis de jaser avec, puis d'être chum avec. Ouais. Puis, il nous a donné tellement... c'était tellement fascinant et intéressant, sa façon d'expliquer le hockey. Des fois, tu avais l'impression que tu découvrais un sport tellement que Martin Saint-Louis nous amenait ailleurs, était capable de visualiser ou de nous expliquer les choses, la game, de façon tellement différente. Mais là, on arrive à un point où les mêmes journalistes qui l'ont beaucoup apprécié vont devoir énormément le challenger. Ouais. Puis c'est pas facile, ça. C'est pas facile à faire parce que tu as quand même une appréciation pour l'homme. Puis là, tu vas peut-être des fois remettre en question certaines choses qu'il fait. Et je pense que les journalistes font vraiment un excellent travail de ce côté-là, à garder, vraiment, à garder leur pied au feu, là, puis que malgré tout, de se rappeler que c'est quand même le Canadien de Montréal. C'est pas les Sabres de Buffalo. Les Sabres de Buffalo, fait 50 ans qu'ils ne font pas les playoffs. Ben, c'est peut-être que là-bas, on l'accepte, mais à Montréal, c'est pas acceptable. Malgré le plan qu'on veut nous proposer. Même si ça fait 50 ans qu'on ne fait pas les playoffs à Montréal, le monde va rester quand même de même. Là. Les Browns de Cleveland étaient 0-16, puis il n'y a personne qui abandonnait la cochonnerie. J'ai l'impression qu'on a plus cette ambiance-là qu'on pourrait arrêter de faire les playoffs pendant 50 ans. Puis, à Montréal, tu penses? Non, je pense que... Je pense que les partisans arrêteraient d'écouter le hockey? Oui. Ah oui? Mais je pense que ça s'est produit. Je pense qu'on l'a vu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont décroché. L'année du centenaire, là, c'était pas chic. Oui. Non, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont décroché. Puis, je pense qu'on s'est rendu compte que c'est fragile. Alors, on a quand même décidé de procéder à une reconstruction. Mais moi, quand je parlais de cette année, que c'est quand même différent, puis le discours du coach va être un peu différent et les attentes sont différentes. Je ne suis pas en train de dire que tu vas faire les séries. Mais je pense que si tu finis parmi les 5 pires équipes encore, je pense que ça va grogner. Je pense que ça va crier. On va être vraiment fâchés. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression l'an prochain. Maintenant, je suis pas en train de dire que pour moi, là, je regarde la division Atlantique. Je dis, on n'est pas là. On n'est pas. Je regarde. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en avant du Canadien. Fait que de façon réaliste, oui, on est encore en reconstruction, puis tout ça, puis c'est correct. Mais tu peux plus faire avaler, je pense, aux gens qu'on est strictement essayé de... on accepte le fait qu'on a perdu contre les Kings de Los Angeles, ou on accepte le fait qu'on perd contre les Islanders le samedi, puis tout ça. Puis je pense... D'ailleurs, le match contre les Islanders, je pense que le Canadien a quand même très, très bien fait. Mais je pense que les gens ont des attentes un peu plus élevées cette année. Il faut en donner un peu plus. Ouais. Puis dans les médias, qu'est-ce qui a changé pour vous autres depuis que l'ère Bergevin est terminée puis qu'on est dans l'ère Kent? Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de... Il n'y a aucun doute qu'on est un peu moins craintif. On voit moins... Il y a moins de fin du monde. Là. Marc, clairement, il voulait contrôler le message. Ouais. Il voulait essayer de contrôler les médias. Je pense qu'il y avait... je ne veux pas dire paranoïa, là, c'est trop fort. Mais je pense qu'il n'y avait aucun doute que pour Marc, il trouvait ça difficile, l'attention qui était sur lui, sur son équipe et ces choses-là. Et c'en était un qui, lui, Marc, avait beaucoup de... Il gérait avec beaucoup d'émotion. C'est normal, c'était son premier, c'était sa première job. Et il y a eu des grands moments d'exaltation et tout ça avec l'équipe. Puis il y a aussi des moments qui ont été beaucoup plus difficiles. Alors, les hauts et les bas, c'est dur. C'est dur pour une équipe. Et c'est dur quand le boss ou tout ça aussi, il est dans les hauts et les bas. Je pense que c'est pour ça que de voir un gars comme Kent Hughes et les Jeff Gorton, eux, ils sont capables de comprendre que oui, il va y avoir des hauts, oui, il va y avoir des bas, mais tu ne peux pas toujours être là-dedans. Tu peux pas. Il faut que tu sois capable de bien être capable de comprendre que slow and steady wins the race. De où est-ce que tu t'en vas, là, de voir le fil d'arrivée. Puis Marc Bergevin, je pense, j'ai l'impression qu'il a pris 30 ans là, durant le 10 ans qu'il était à Montréal. Là. Mais en même temps, c'était ça, tu sais, je dirais... Ça avait l'air stressant. Mais là, c'était ça, lui, il arrivait là puis c'était les trips à la table, puis il voulait tellement que ça marche. On se rappelle là, le contrat de Gallagher, quand il l'a annoncé, il a les larmes aux yeux. J'ai jamais vu un DG annoncer un contrat les larmes aux yeux comme ça. Exactement. C'était quelque chose. C'était sa force, mais c'était aussi, je pense, ce qui était plus difficile pour lui, c'était d'être capable de gérer tout ça. Là, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, on regarde le contrat de Gallagher puis on a encore les larmes aux yeux. Ah ouais, encore 4 ans? Oh non! Je comprends. C'est un bon début de saison, disons-le, pendant qu'on peut le dire. C'est un bon début de saison pour Brandon Gallagher. C'est un guerrier. Là. C'est son corps ne veut pas suivre sa tête. J'ai l'impression que c'est ça qui est triste aussi à voir aller. Là. Mais le cœur est là. Il n'y a aucun doute. Moi, j'avais une question pour toi, Louis.
Moi, je me considère pas comme un insider, mais par contre, de par mon métier, au fil des années, je me suis bâti une liste de contacts un petit peu partout dans quelques équipes de la Ligue nationale, dont le Canadien. Cet été, j'ai eu un scoop. J'ai sorti le scoop que le Canadien et les Ducks avaient un échange sur la table au repêchage pour Trevor Zegras. Je l'ai sorti. Puis comme ça a fait un petit buzz, là, évidemment, je me faisais critiquer. Je ne sais pas si t'en as eu vent, mais oui. Puis évidemment, vient avec ça son lot de critique. Les gens, c'est qui lui? Je me faisais traiter de pas bon jusqu'à Anaheim. C'est quelque chose, quand même quelque chose à vivre. Puis tu as vécu quelque chose comme ça à plus grande échelle. Je ne sais pas si tu sais où je m'en vais avec ça. Là, peut-être 8-9 ans environ. Je pense que tu venais de quitter Sportsnet, tu étais rendu à TVA, ton nom était fait. Tu étais quelqu'un d'établi dans la Ligue nationale. Tu avais sorti une rumeur que Mark Stone voulait quitter Ottawa. Puis, Mark Stone avait été interrogé par des journalistes. Puis sa réponse, ça avait été quelque chose comme, j'ai pas les mots exacts, mais c'est qui ce Louis-Jean? J'ai jamais entendu parler de lui ou quoi que ce soit. Puis, curieusement, quelques mois plus tard, Mark Stone était échangé à Vegas. Donc, l'information était crédible, était informée. Je voulais savoir comment toi, tu as vécu ça, parce que ça doit être dur sur l'ego. C'est à grande échelle quand même, quand un joueur te name drop comme ça. C'est aussi, écoute, je pensais que tu t'en allais ailleurs, pour être bien honnête. OK, c'est un autre. Je me souviens très bien de ça, mais c'est surtout, écoute, les sénateurs étant en crise contre moi là, quand j'ai sorti ça, mais je savais, écoute, ça venait, les sources étaient je veux dire, béton. Ben c'est ça. C'est comme moi. Je savais que mes sources étaient béton, puis tu te fais critiquer par tout le monde. T'es comme, non, j'avais été critiqué, puis je le savais. Les partisans veulent des fois pas entendre ces genres de choses-là. Exact. Mais je savais que mon information était bonne et ça s'est concrétisé. J'ai aussi dit la même chose et ça avait été exactement le même jeu que les Canucks avaient fait quand j'avais dit que Ryan Kesler voulait quitter les Canucks. Ah, ouais. Oh. Et encore une fois, ça a été la même chose. C'est qui, whatever, peu importe. Et je pense que c'était à la fin de la saison, il a quitté. Il avait effectivement demandé d'être échangé, puis il est allé aux Ducks d'Anaheim. Puis la plus grosse, probablement, c'est quand j'avais dit que le Canadien est en train de regarder le marché sur Piquet Subban. Ouais. Et ça, c'était au mois de février, avant l'été ou le repêchage. Bergevin qui avait démenti. Au repêchage, on l'a échangé, exactement. Ouais. Alors, Marc Bergevin, puis d'ailleurs, ça fait en sorte que Marc ne m'a pas parlé pendant 2 ans après ça. Wow. Alors, j'avais dit que Piquet Subban, le Canadien de Montréal, parce que là, j'avais vérifié avec différentes organisations, ça brassait, ça allait pas super bien. Puis, je savais qu'il y avait, à l'intérieur de l'organisation, il y avait de la tension sur la façon qu'on utilisait Piquet, puis la manière qu'on l'appréciait aussi. Alors, j'avais fait des appels, j'avais vérifié auprès d'autres organisations, d'autres équipes, j'ai fait mes devoirs. Puis, je leur ai demandé, est-ce que vous entendez le nom de Piquet? Puis, on m'avait dit oui. Fait que là, j'ai commencé à gratter encore plus. Alors, quand j'ai décidé d'aller en onde avec ça, je savais que ça avait le potentiel d'être énorme. Et ça a été explosif, ça a été gros. Ça a été démenti par le Canadien. Ce que le Canadien a décidé de faire, c'est qu'ils ont contacté Elliot Friedman de Hockey Night. Elliot Friedman a dit, j'ai parlé avec le directeur général, que je connais très bien, là, Elliot, soit dit en passant, mais j'avais compris qu'il y avait une opération de relations publiques pour essayer de me discréditer et de calmer le jeu. Comment tu vis avec ce backlash-là? Je veux dire, ça fait partie de la game. Je veux dire, les joueurs se font critiquer des fois quand ça va pas bien. Quand tu es journaliste, tu mentionnais que des fois, tu as beaucoup de bons commentaires. Il y en a un. Je veux dire, moi, je pense que j'ai toujours quand même reçu beaucoup de bons commentaires, mais aussi, je me faisais dire à quel point j'étais un imbécile, ou j'étais cave, ou j'étais ci, ou j'étais ça. Et en particulier, quand c'était le cas de Piquet Subban, n'oublie pas une chose, là, Piquet Subban fait marcher sur l'eau. Le monde l'adorait ici à Montréal. Je parle pas de la glace, là. Je parlais de marcher sur l'eau. Mais ça a été ça. Fait que ça a été probablement le plus gros. Puis, écoute, le Canadien ont voulu vraiment... Je me souviens à quel point c'était ridicule, c'était ça. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont fait le deal rendu à l'été. Le beau là-dedans, c'est que tu as atteint un niveau de crédibilité tellement élevé que le monde fait vraiment attention à ce que tu vas sortir. Puis ça, c'est vraiment une belle qualité, en fait. Parce que si, par exemple, moi, aujourd'hui, je fais comme « Hey, Mike Matheson se fait échanger d'ici Noël. » Écoutez-moi, Mike Matheson est sur le marché. Tu vas voir, il n'y aura pas de remous. Il n'y a personne qui va faire Chris parce que Cameron a dit que Mike Matheson a été échangé. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans de faire « OK, là, ta crédibilité est tellement forte dans le milieu sportif
que tu sors une nouvelle puis que les gens sont fâchés parce qu'ils savent que ça peut être vrai. Parce que si tu touches quelque chose qui met en colère les gens, c'est qu'il y a un fond de vérité qu'ils connaissent en arrière de ça. Ça veut dire qu'il y a une crédibilité qui amène. Piqué Souben va t'échanger si t'étais n'importe qui. Fait que je trouve ça beau, en fait. Ça fait juste prouver à quel point... Je l'ai jamais vu comme ça, mais c'est gentil. C'est vrai que c'est beau. Quand il y a des gens qui sont négatifs, ça veut dire qu'il y a quelque chose que ça les a choqués. Fait que s'il n'y a rien en arrière, ça veut dire que t'es du vent. Fait que félicitations. C'est gentil. T'as atteint cette notoriété. Félicitations, mon beau programme. T'es bien gentil. T'as une notoriété qui attire la haine. Là, on est rendu au segment des défis. En fait, nous, à chaque épisode, on se donne un défi. Celui qui a le plus de bonnes réponses gagne. Comme il y a 2 semaines, justement, on s'est mis un défi. Marco a gagné. J'ai laissé gagner Marco. Et alors, Marco a eu sa victoire. Fait que lui, vraiment, il se valorise à travers les victoires futiles de pool. Tandis que moi, j'ai des victoires au présent, comme des super beaux contrats. Et fait que je te souhaite beaucoup de ventes de magazines de pool, Marco. Pendant ce temps-là, vous pouvez me voir sold out en spectacle partout au Québec. Parlant d'un magazine, Pascal, premier épisode, tu refutais mon magazine en disant que je prédisais seulement 41 points à Taylor Hall. Comment on se sent avec son pace de 24 points jusqu'à présent? On sent que Taylor Hall est à une soupe chaude de tourner over. Il a juste pas mangé son green cheese. T'es encore dans la Ligue nationale, Taylor Hall? Ouais, okay. C'est ça. J'ai pas le goût de parler avec toi. Qui sera le premier pointeur du CH au prochain épisode? Nick Suzuki, sans aucun doute. Tu parles de meilleur pointeur ou tu dis le plus de points dans la finale? Non, ça va être lui le meilleur pointeur rendu là. Moi, je vais avec Suzuki. Ça risque d'être tough, ça. Moi, je pense que ça va être Caulfield. Ça va être Caulfield, ouais. Ça va être Caulfield. Il est bon, puis il est bien, puis il est lousse. Ouais. Il est bon, puis il est bien, puis il est lousse. Non, mais il est lousse. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Hey, regarde. Est-ce que Lane Hudson va être sur le premier PP au prochain épisode? Trop tôt pour parler d'un échange de Matheson. Très bonne affaire. Belle note. Matheson, ça ne fera pas échanger. Je crois qu'il va forcer la main à Martin Saint-Louis. Puis même que je ne serais pas surpris que Mike Matheson lui-même dise, regarde, laisse-lui le premier pépé. T'es-tu malade? Il a l'air d'un gars qui est capable de voir. Moi, je pense qu'il va forcer la main à Martin Saint-Louis. Il va peut-être éventuellement lui forcer la main, mais on n'est pas là. Moi, je pense qu'il y a quand même autant que la game a changé, là, je pense que le coach est quand même respectueux du fait que Matheson lui a donné. Alors, je pense qu'il est trop tôt pour dire ça. Je ne suis pas en désaccord que ça pourrait arriver, peut-être que ça devrait éventuellement arriver, mais je pense qu'on n'est pas là comme c'est là. Moi aussi, je suis ton bord. Matheson, il va être là. Je te suis. C'était super bon ce que tu as dit. Au prochain épisode, les Oilers vont-ils avoir réussi à monter à pente et être dans le top 3 de leur division, ou les autres équipes ont vraiment trouvé une bonne solution pour maîtriser Connor McDavid? Comme ça, on pouvait maîtriser Connor McDavid. Oui, parce qu'ils ont un calendrier favorable, premièrement. Puis deuxièmement, ça va se placer. Là, moi aussi, je suis ton bord. Même chose. Même ça. Qui fera le plus de points entre Stamkos et Hyman d'ici le prochain épisode? Hyman, aucun doute. Stamkos, Hyman. Mais je veux dire, Stamkos va faire des points, mais Hyman, c'est une anomalie. Là, il va rester Hyman, c'est une anomalie. Il va n'a jamais fait de points avant l'année passée. Il va rester sur le PP des Oilers. C'est une question de temps. C'est ridicule. Zach Hyman. Ouais, je suis d'accord. Moi, je vais avec Stamkos. Genre, mon pool, il va bien aller. C'est pas une décision rationnelle, c'est une décision de pool. Puis Hyman, pour vrai... Si l'autre équipe couvre le bord du filet, il n'y a pas de point. C'est pas un grand passeur. Il y a comme. À un moment donné, non, mais c'est lui qui va chercher la rondelle dans le coin. C'est important sur leur powerplay. Ils l'enlèveront pas de là. Moi, la question que je me pose, est-ce que les Leafs le reprendraient? Oui. J'ai la réponse, je pense que c'est oui, tu reprendrais un gars comme Zach Hyman. Ah ouais? Bon gars, apprécié par ses coéquipiers. Puis Alain Chéné, mon ancien collègue à TVA Sport, disait la zone payante mais souffrante devant le filet. Il aime ça aller là. Il va. Ouais. Il va, puis c'est pas facile d'y aller. T'as raison. C'est ce que Gallagher fait, en fait. Puis segment... on est conclusion, en fait, guys. On est déjà rendu à notre conclusion. Et la conclusion est vraiment le fun. C'est les hot takes. Genre un hot take sur qu'est-ce qui va se passer. Là, moi, il y a 2 semaines, j'ai dit Ovechkin, il n'y a pas 20 buts cette année. Moi, c'était ça mon hot take, genre. Fait que, puis j'y crois encore, hein. Je le regarde patiner. Il y en a juste un à date. Ah oui, puis il était dégueulasse. Ouais. Ça a fait 7 déviations, ça a pogné. Je sais pas, il a fait. Oh, j'ai compté. Wow, les hot takes. Hot take, un bon hot take.
Ben, je peux y aller avec un. Vas-y, c'est à toi. Je pense que les Oilers vont se replacer. Tout le monde prend pour acquis que l'an passé, ils sont rendus en finale de la pas Coupe un hot Stanley. take, ça. Non, attends. C'est pas un hot take, c'est pas ça. bon. Tout le monde prend pour acquis que l'année passée, ils sont rendus en finale. Donc, cette année, l'évolution normale, c'est qu'ils vont remporter la Coupe Stanley. Ouais. Mon hot take, c'est qu'ils ne se rendront même pas proches de la Coupe Stanley. Ils se rendront même pas en demi-finale, à mon avis. Leur parcours éliminatoire l'an passé était facile. Il y avait... ils ont pogné Vancouver. Là, non, mais Vancouver, ils ont gagné contre Vancouver parce que Demko était pas là. des puis Lions Silov qui était là, pas c'est super, ça. Puis, pas super mais à l'inverse, t'as Dallas qui a passé à travers Vegas, Colorado. Le parcours d'Edmonton était aussi bon que Connor McDavid a été. Il a été incroyable, on s'entend. Mais ils n'auront pas un parcours aussi facile cette année. Je pense pas qu'ils ont la défensive pour se rendre assez loin. Ils ont passé les Stars parce que les Stars avaient mal. Exactement. Et leur parcours a été très, très difficile, les Stars, puis c'est ça, il leur manquait de ressources. Je vais reprendre mon hot take. Je vais y aller avec ce que tu viens de finir en concluant ta phrase. Très difficile. Pascal, ton pool va être... J'ai regardé tes joueurs. Ton pool va être très difficile. Cette année, ça va être une année excessivement difficile. J'espère que le balado va fonctionner. Mais honnêtement, là... Regarde, on est rendu à troisième semaine de l'année. Regarde, il a l'air d'un gars déjà en dépression. OK? Par rapport à la première émission, juste fait avant et aujourd'hui, tu te rends pas en fin de l'année. Tu vas avoir besoin d'un co-animateur. Mon teint est moins bon. J'ai moins d'espoir. Exactement. Prends une marche dehors un peu, puis décroche un peu. Arrête. Les statistiques seront pas différentes quand tu regardes à 9h le matin. Non, 3h, là. Je sais. Tu sais, c'est la même affaire. Ça. Tu sais, être travailleur autonome, j'ai pas de boss qui me check. Je vais juste checker les stats de la journée. Hey, hot take. Moi, mon hot take, ça va être... Demko revient. Il goal 22 secondes. Il se repète le genou. Il est reparti pour 3 mois. C'est assez conservateur comme take. Mais pour vrai, Lankinen fait une bonne job à Vancouver. Ouais. J'ai l'impression que c'est là-dessus que Vancouver va falloir qu'il s'assoie le restant de l'année. Puis que Demko... Malheureusement, là, ce que j'entends sur sa blessure, c'est un gars qui va pouvoir goaler 20 matchs par année. Là. Mais moi, hot take, j'espère que, premièrement, tu te trompes. Moi aussi, j'espère que je l'aime. Je l'aime, moi aussi. Puis c'est plate de voir des joueurs qui, on dirait, sont un peu abonnés aux blessures. Mais hot take, j'ai eu l'impression que Elias Pettersson va décoller. Il faut. Il y a de la chaleur sur lui actuellement, là, mais j'espère qu'Elias Pettersson va devenir un joueur. Il me j'aimerais ça à la fin de l'année qu'il soit top 5 meilleur pointeur de la Ligue. Mais moi, j'ai l'impression qu'Elias Pettersson ne joue pas bien sous la pression. J'ai l'impression que quand il y a de la pression, ça ne fonctionne pas. Puis là, en ce moment, il y a le gros contrat, il y a ci, il y a ça. Il n'a pas performé en série, il ne performe pas là. J'ai l'impression que c'est un joueur qui ne deal pas bien avec ça. Je pense que tu as raison. Je veux dire, le body language, là, tu sais, que tu regardes, ça semble difficile. Puis quand tu as une bonne saison, comme les Canucks l'année passée, là, soudainement, on veut juste monter la barre. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi bons l'année passée, les Canucks, qui l'ont été. Alors là, la barre a monté, les attentes ont monté, puis on se dit, Elias, montre-nous le chemin. C'est plus difficile, mais j'espère qu'il va être capable d'avoir ce déclic-là, parce qu'on dirait que quand on le regarde maintenant, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de plaisir à jouer. Non, mais c'est un beau joueur à jouer. Puis Quinn, l'année passée, était... phénoménal en fait. Quinn, la transition défense-offense, il changeait la game. Avec le C en plus, là. Ouais. Avec le C sur le chandail l'année passée. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir été là. Question pour Louis-Jean. Vas-y, d'abord. Vas-y. Tu parlais peut-être projet de podcast. Y a-tu quelque chose qui se trame là-dedans? Ben, c'est drôle que vous parlez de ça parce que j'ai commencé. Je m'intéresse à... Oui, je travaille sur un projet de pool, d'émission de pool, de parler de pool. Je voulais voir comment il fonctionnait. J'ai pris des photos de votre setup. Tu vas-tu s'asseoir ici la semaine prochaine? Tu vas t'appeler ça. Lui, il t'offrira pas. Donne-moi ton numéro, on va partir. C'était quand même... Mon pôle est pas bon, mais ça va, l'animation, non? Non, mais j'ai pas dit... C'est pas parce que mon pôle est de la merde que je te fais de la merde. Non, l'animation est bonne. C'est juste que je te vois comme... Je te vois juste en train de dégrader. C'est sûr que ça va pas psychologiquement. Je vais arriver la semaine prochaine en pleurant. Mais oui, je travaille sur différents projets actuellement, dont un projet de balado. Je vous avouerai que ça prend plus de temps à pouvoir le faire décoller que j'aurais pensé, mais honnêtement, je vous lève mon chapeau d'avoir fait quelque chose là, qui semble avoir attiré beaucoup d'attention et tout ça, c'est très, très bon. C'est un plaisir pour moi d'avoir été ici aujourd'hui. Alors, je vous souhaite le meilleur des succès, puis j'espère pouvoir m'amener aussi vous inviter à mon pool, qui ne sera pas un pool de pool. Mais ça va être sur le bord de la piscine, par exemple. On va le faire sur le bord de la pool. C'était un honneur de te recevoir. Merci beaucoup. Merci énormément. C'est fini, là.
Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans un prochain épisode du podcast. Là, on va mettre un générique avec de la musique. Parfait, c'est bon ça.